Organiser, préparer, informer. Alexandre Dubé. Les États-Unis continuent leurs attaques en règle contre la CPI, sanctionnent maintenant la présidente. Georges Mercier est analyste doctorant en sciences politiques au Centre de recherche internationale de Sciences Po Paris à l'Université de Montréal. Salut Georges. Salut Alex. Bon, et là, ça a suscité énormément de réactions. Alors, replace-nous un peu en contexte, là. La Cour pénale internationale. Pourquoi aussi la Maison-Blanche décide à ce moment-ci de sanctionner la Cour pénale? Bon, essentiellement, la CPI, c'est un genre de tribunal transnational qui a vocation à poursuivre et punir les crimes les plus graves. Génocide, crimes de guerre, crimes contre l'humanité. Bon, lorsque ce n'est pas possible de le faire au sein d'un État. Par exemple, vous avez un conflit, une guerre civile, une des parties se rend coupable de génocide. Dans son propre pays, on ne peut pas le poursuivre. Ce serait la Cour pénale internationale qui le poursuivrait. Le gros problème pour les Américains, c'est d'abord, ils n'ont jamais signé le traité qui crée cette organisation-là. Ils refusent d'y participer. Et notamment, durant la guerre en Afghanistan, la CPI aurait tenté de faire des enquêtes sur des soldats américains, ce que les Américains n'ont pas du tout apprécié parce qu'ils jugent que les seuls qui sont habilités à s'intéresser à leurs propres soldats, ce sont des Américains. Et là, deuxième élément déclencheur, dans le cadre de l'offensive israélienne à Gaza, la Cour pénale internationale a émis des mandats contre Benjamin Netanyahou et le ministre de la Défense israélien. On connaît la proximité entre la Maison-Blanche et Israël. On n'a pas non plus apprécié ce type de manœuvre-là. Qu'est-ce que les Américains tentent de faire depuis? Et là, c'est vraiment une stratégie concertée de la part du secrétaire d'État, Marco Rubio. Mais on veut la démanteler, la Cour pénale internationale. Et comment on fait ça? On s'attaque en utilisant essentiellement l'économie américaine puis l'accès à l'économie américaine aux gens qui y travaillent. Et là, dernière péripétie, on a sanctionné sa présidente. Pour que les auditeurs comprennent ce que ça veut dire, c'est que ses avoirs aux États-Unis, par exemple, sont désormais gelés. Elle ne pourrait plus se rendre aux États-Unis. La dame est une Japonaise. Évidemment, le Japon proteste vivement. L'Allemagne proteste vivement. L'ONU proteste. Parce que vraiment, là, on vient d'attaquer de front un symbole peu de l'ordre libéral international. De cette idée-là qu'il devrait y avoir au-dessus des États un autre ordre juridique parce qu'il y a des choses qui sont véritablement des crimes contre l'humanité qu'on ne peut pas laisser aller. Les Américains sont toujours opposés à cette vision-là. Ils pensent qu'il y a un seul droit, le droit des nations. Il ne devrait pas avoir un droit international par-dessus eux. Donc, on continue finalement dans cette offensive-là contre la CPI, ce qui occasionne de vivre remontrances d'autres pays. Pendant ce temps-là, suite de la bromance entre Donald Trump et son ami Kim Jong-un, je dis suite de cette saga-là parce que le président américain a dit qu'il allait rencontrer Kim Jong-un là, d'ici la fin de l'année. Les deux vont se revoir. Là. On se souviendra des scènes un peu surréalistes que ça avait donné la dernière fois. Là. Puis encore une fois, peut-être qu'ici, Trump n'est pas complètement fou. Pourquoi je dis ça? Pendant longtemps, la politique officielle des États occidentaux envers la Corée du Nord, ça a été « on ne vous parle pas tant et aussi longtemps que vous n'êtes pas dénucléarisé ». La Corée du Nord a environ 60 bombes nucléaires. Donc, c'est une puissance nucléaire de fait. Ils les ont, les armes. Mais on disait, on ne va pas rétablir des liens, on ne va pas engager de dialogue tant que vous ne laissez pas tomber avant vos armes nucléaires. La Corée du Sud, récemment, a un peu assoupli sa politique. On dit, on peut recommencer à vous parler si vous nous promettez de geler votre programme nucléaire, puis on verra par la suite pour le reste. Donc, ça ouvre une fenêtre d'opportunité parce qu'on assouplit un peu la demande. Et pourquoi est-ce qu'on voudrait parler à la Corée aujourd'hui? Bien, parce que la coopération entre la Corée du Nord et la Russie s'est fortement accrue dans les dernières années. La Corée du Nord envoie des munitions et même des soldats en Russie pour aller se battre en Ukraine. Donc, on a comme deux pays révisionnistes de l'ordre international qui sont de plus en plus proches au niveau de la coopération. Et ce qu'on veut faire du côté de la Maison-Blanche, c'est tenter de séparer un peu la Corée du Nord de la Russie, donc de lui parler. Et c'est un peu ça que Trump, je ne sais pas s'il est conscient qu'il veut faire ça, mais c'est un peu ça que ses conseillers veulent faire en réengageant des discussions avec la Corée du Nord. Est-ce que ça pourrait fonctionner? Pas clair. Ce qui est clair, toutefois, c'est que le dirigeant nord-coréen, le dictateur nord-coréen, a intérêt à diversifier ses partenariats, diversifier ses échanges. Si s'engager avec le monde occidental à travers les États-Unis, ça peut l'aider à faire ça, c'est peut-être une carotte qu'on peut brandir devant lui. Mais Georges, c'est
quand même particulier de voir le ton là, employé. C'est une chose d'avoir des discussions puis de parler. Je le comprends très bien, tout ça. Mais quand Trump là, flatte Kim Jong-un dans le sens du poil, mon ami Kim Jong-un, c'est un bon gars, dans le fond. Puis après ça, que Trump a des mots pratiquement plus durs envers ses alliés traditionnels qu'envers un dictateur. Non, mais on vit dans un drôle de monde. C'est assez ahurissant. Bon, cela dit, je pense que Trump a un respect inné pour des raisons qui nous échappent envers la puissance. Puis s'il y a bien un dirigeant qui peut incarner un contrôle total et d'acier sur sa population, c'est bien Kim Jong-un. Peut-être qu'il comprend aussi que ça ne sert à rien de s'antagoniser coûte que coûte les dirigeants de pays objectivement ennemis des États-Unis, parce que si on veut, on doit leur parler d'abord, on n'a pas le choix de parler à ces gens-là. Et si on veut le faire, bien, il faut qu'ils soient favorablement disposés, alors que nos alliés, puisque ce sont déjà nos alliés, bien, on a moins à les flatter parce qu'ils seraient déjà alliés avec nous. Bon, ce qu'on voit toutefois depuis le retour de Trump à la Maison-Blanche, c'est que les fameux alliés des États-Unis, ils commencent à en avoir leur claque de ce type de rhétorique-là envers eux, et ils commencent à se séparer le plus possible des Américains. La stratégie ne fonctionne pas. Est-ce qu'il y a des raisons derrière, peut-être? Et en Ukraine, honnêtement, là, Zelensky est empêtré là, dans toutes sortes de troubles politiques à l'interne. Et là, c'est de plus en plus compliqué. On s'en parlait hier avec cette histoire de l'ancien ministre de la Défense qui appelle à la tenue d'élections, ce qui est un vrai défi là, pour le leadership de Zelensky. D'ailleurs, les sondages montrent que s'il y avait une présidentielle en Ukraine, c'est pas clair du tout aujourd'hui que Vladimir Zelensky serait réélu. Ah oui, hein? Oui, et là, pour ajouter à ces problèmes, voilà qu'une de ses proches conseillères est impliquée dans une affaire de corruption. Affaire de corruption, où en Ukraine, il y a quand même des problèmes au niveau de comment on gère les fonds européens, les fonds qui nous sont envoyés. Est-ce que tout l'argent qu'on envoie en Ukraine sert à acheter des armes? Est-ce que certains fonctionnaires parfois en profitent un peu? C'est possible. Et donc, vous avez une nouvelle enquête de corruption et une proche conseillère de Zelensky, sa maison est perquisitionnée. Elle est limogée par le président. Et là, c'est bizarre parce qu'il y a deux manières de lire les choses. D'un côté, on peut se dire « Ah, il y a de la corruption en Ukraine. » Donc, du côté européen, on se dit « Est-ce qu'on veut vraiment continuer à leur envoyer autant d'argent? » Parce qu'on n'est pas certain que nos fonds sont bien dépensés. Du côté des Ukrainiens eux-mêmes, on se dit « S'il y a de la corruption, ça veut dire que c'est pas toutes les ressources dont on dispose qui servent à combattre les Russes. » De l'autre côté, on peut le voir de manière beaucoup plus positive et se dire au moins, il y a des agences de lutte anti-corruption en Ukraine qui font leur travail et elles ont tellement le droit de faire leur travail qu'elles peuvent aller enquêter jusqu'à une proche conseillère du président. Donc, c'est une situation un peu ambivalente. Une chose est certaine, l'Ukraine n'est pas aujourd'hui une démocratie libérale parfaite. C'est un État post-soviétique qui est en train de consolider sa transition démocratique. Mais bon, l'invasion de la Russie n'a pas aidé les choses. Et la situation politique est, oui, Alex, de plus en plus compliquée pour Vladimir Zelensky, surtout si la guerre s'étend. Où il y a un moment où c'est bien beau de ne pas tenir d'élection parce qu'il y a la loi martiale, parce que c'est la guerre, mais après 10 ans, est-ce qu'on peut vraiment ne pas tenir d'élection? C'est la question qui se pose de plus en plus. Après 10 ans, si ça devait durer 10 ans. Tu m'as pas parlé d'Iran. Je suis comme déçu, genre, je suis comme déstabilisé. Mais il n'y a pas grand-chose à dire sur l'Iran, sinon que Donald Trump essaie de nous faire croire là, qu'il fait quelque chose de nouveau. Il a annoncé hier en grande pompe sur Truth Social une nouvelle guerre économique contre l'Iran. Il y a déjà une opération économique contre les Iraniens qui s'appelle Economic Fury depuis quelques mois. Là, ce qu'on veut faire, et c'est peut-être la nouveauté ici, c'est ne plus simplement s'attaquer aux Iraniens eux-mêmes, mais commencer à sanctionner des gens qui les aident à l'extérieur de l'Iran. Donc, d'autres pays. Ça, c'est intéressant, parce que ça vient, là, encore une fois, ajouter de la pression sur l'Iran. Les Émirats arabes unis ont coupé toute relation économique avec l'Iran récemment, ce qui pourrait faire mal au régime iranien. On verra si ça aide vraiment, mais chose certaine, on continue dans cette tentative d'étranglement économique du régime iranien. Le régime tient son bout, éventuellement, avec une inflation alimentaire à 3 chiffres, 66% de taux d'inflation en Iran, quelque chose comme ça maintenant. La population iranienne ne pourra pas tolérer ça ad vitam aeternam. Donc, on verra ce que ça donne dans les prochaines semaines. Merci, Georges. Merci.